livre. Tu as ton activité en freelance. Ça a explosé depuis que je te connais depuis le début. Tu as un groupe de design thinking, c'est bien ça? Oui. D'ailleurs, tu vas me donner la définition après, mais tu as un groupe de design thinking qui est très actif. C'est remarquable, c'est tout. Ouais, merci. Moi, j'ai été dans le cas où j'avais aucune information avant de me lancer dans le travail indépendant. Et ce que j'ai envie de faire, c'est juste partager les choses. Est-ce que tu as des passions? Ma passion, j'en ai pas une en particulier. Depuis 20 ans, je pratique pas quelque chose, un sport ou un instrument de musique. Mais ce que j'aime bien, en fait, ce que j'aime bien sentir à chaque fois, c'est le fait de lancer des choses. Lancer des projets? Ouais, je sais pas comment le décrire. J'aime bien en fait le moment où quand j'ai un truc dans la tête, que je cogite, que j'y réfléchis, etc. Et le passage en fait à l'acte, Okay. où en fait ça devient concret, ça devient réel. C'est plutôt l'idée de me dire j'ai un truc dans la tête Ouais. et peut-être une semaine, 2 jours, 3 mois après, ça existe. Ça, c'est ton kiff. Ça, je kiffe. Ouais. Ça, c'est mon kiff. Tu as combien de personnes dans le groupe Meetup de Design Thinking? Dans le groupe Meetup, on est à plus de 5000 personnes. Tu me dis ça normalement? Parce que ton activité en ce moment, le domaine dans lequel tu es, c'est le design thinking. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Bah, concrètement, le design thinking, c'est une méthode, mais c'est surtout un état d'esprit dans lequel, en fait, le but, c'est d'atteindre très rapidement un prototype, créer des produits, créer des services, créer des expériences que tu puisses tester pour savoir si, en fait, tu es sur le bon chemin ou pas. En intégrant dès le départ les personnes pour lesquelles tu crées, en fait, tout simplement. Je pense que tu crées quelque chose de sain pour toi-même. Enfin, moi, je l'ai ressenti. Quand je te parle, je le ressens. Et même moi-même, je pratique comme toi, tu le fais. Et du coup, ça me fait plaisir de voir des gens qui ont une part de super pro et une part où ils s'occupent vraiment de leur jardin, de leur activité qu'ils kiffent, en fait. Et moi, ma question, là, pour le public et pour l'audience, c'est qu'est-ce que tu faisais avant d'être indépendante? J'entreprends des projets depuis 2014. Okay. Et avant ça, en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une start-up dans les nouveaux moyens de paiement. Okay. Et donc j'ai toujours côtoyé plus des petites boîtes ou des start-up que des grandes entreprises par choix. Et quand j'ai bossé dans la start-up, là, dans les nouveaux moyens de paiement, ça m'a ouvert énormément les yeux parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi, je pense. La boîte, elle avait vraiment une valeur, elle avait vraiment quelque chose d'assez puissant. Quand toi tu parles d'une valeur, c'est quoi une valeur émotionnelle ou des valeurs de vie? Non, une valeur, un impact sur ce qu'elle pouvait proposer en termes de services à ce moment-là. Okay. Donc c'était accepter la carte bancaire sur les mobiles ou les tablettes. Okay. J'ai découvert beaucoup de choses parce que c'était le monde de la tech que je connaissais pas du tout. Et la boîte, elle est passée de à peu près 5-6 personnes à plus de 100 personnes en 3 ans. Donc j'ai vu, et en plus j'étais assez proche des fondateurs qui étaient super, qui m'ont vraiment vachement porté dans le sens où ils étaient hyper inspirants. Et puis ils me donnaient aussi beaucoup de responsabilités, ils nous donnaient beaucoup de responsabilités. Okay. On était tous assez jeunes finalement et ça a permis de vivre 10 ans je pense en l'espace de 3 ans. Ça m'a donné envie de continuer dans ce sens-là, quoi. Et quand je suis partie, j'avais pas forcément d'idées concrètes sur quoi bosser et puis finalement je me suis créé, on va dire, des propres prétextes pour entreprendre et pour pouvoir mettre la main à la pâte et m'entraîner. Aussi simple que ça. Ça paraît simple, mais ça l'est pas tant que ça. Après l'expérience que tu as eue avec la première boîte, qu'est-ce que tu t'es décidé de faire? Ouais, j'ai eu un déclic. Quelle aventure! Voilà, Ventura. Quelle aventure tu t'es permis de faire? Merci. Patacones, monsieur. Ah ben voilà. Voilà. Parce que ça c'est magnifique. On pourrait avoir de l'eau aussi, s'il vous plaît. Ouais. Donc ça, c'est les patacones. Banane, je crois que c'est ça, hein? Banane frite. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon appétit. Merci. Merci. C'est de la viande. Ah, là c'est du poulet, ça c'est de la viande. C'est du bœuf, je pense, peut-être. C'est pas un peu chaud là? Ouais, bon. C'est chaud? Ouais. Je vais attendre. Ouais.
T'es brûlé la langue. C'est chaud, mais c'est bon. Alors ça donne envie d'en prendre 10 en fait. Il y a des gens comme moi, j'ai pas vraiment de confiance ou quoi que ce soit, je suis juste une tête brûlée. C'est-à-dire que je vais me jeter. Il y a des gens qui réfléchissent plus. Ouais, non, je réfléchis. Ouais. Enfin, je réfléchis pas trop. En fait, je me pose pas beaucoup de questions. Ouais. Ça marche plus à l'impulsion. J'ai appris à être de plus en plus raisonnée quand même. Ouais. Mais je me pose pas 36 000 questions avant de faire quelque chose. Parce que sinon, tu finis par rien faire et enfin, je vois pas l'intérêt. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'était le chemin. Bah, pas de peur parce que quand tu réfléchis, quand tu te poses pas 36 000 questions et que tu passes pas 3 mois à te dire est-ce que j'y vais pas, t'as pas le temps de cogiter. T'as pas le temps de cogiter et de te créer des peurs. C'est super intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui hésitent, elles sont justement dans ce truc dont tu parles, plein de questions à l'intérieur et du coup ils sont pas forcément sur le terrain pour pouvoir avoir les réponses très rapidement à leurs questions. Et j'en vois plein comme ça, ils sont chez eux, ils s'isolent un petit peu par rapport à ces questions-là. Et presque pas tout le monde a des opportunités pour être immergé sur le terrain, comme toi tu as pu le faire. Mais par contre, aller chercher ces opportunités, c'est aussi important pour toi. C'est ce que tu as fait un peu. Je l'ai fait sans savoir. Mais je dis pas que c'est pas bien de se poser des questions. Hein. Même moi, je me suis posé des questions. Mais je trouve qu'un des plus gros pièges où il faut pas trop tomber, et peut-être que je suis tombée dedans aussi moi, c'est de se mettre des objectifs beaucoup trop hauts. De penser que ça y est, le premier projet dans lequel tu vas bosser, tu joues ta vie dessus. Et alors que pas du tout. En fait, c'est juste faire redescendre un peu toute la pression que tu te mets toi-même. Parce qu'en fait, il n'y a que toi qui te la mets pour pouvoir faire des choses et oser faire des choses. Et ça, je l'ai appris. Au début, je pense que je me mettais beaucoup de pression, et petit à petit, ça s'en va. Je savais que je voulais entreprendre parce que j'avais passé des entretiens pour des grosses boîtes, etc. Et en ressortant de là, je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. C'était à la Défense, c'était en mode... Pourquoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce qu'en fait, c'était pas moi. J'avais l'impression d'être déguisée. Parce que même au niveau de la tenue vestimentaire, tu vois, t'as un dress code, etc. Par rapport au discours que tu peux entendre pendant les entretiens, qui peut être soi-disant hyper attractif pour certaines personnes, moi ça m'attirait pas du tout. Toi, c'était et pas en sortant des entretiens, là ça m'a fait surtout un entretien en particulier à la Défense qui m'a choquée et du coup je me suis dit mais non. C'est pas pour moi. À partir de là, tu t'es dit non, je vais créer mes activités. À partir de là, franchement, c'était le. C'est arrivé comme ça, c'était le message. Ouais, c'était ça. C'est ça, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, j'ai rien à perdre. Là, du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Et puis à ce moment-là, Vincent d'ailleurs. Vincent est tout le temps là. Grave, il est tout le temps là. En fait, il commençait à regarder les vidéos de The Family. À ce moment-là, il commençait à faire des formations ouvertes, pas seulement pour les boîtes qu'ils accompagnaient, où tu pouvais du coup t'inscrire. Et donc j'y suis allée. Et alors? Et là, c'était un autre déclic. Et en fait, chaque samedi, j'avais l'impression de me prendre une claque. Après avoir vécu cette aventure-là à The Family, qu'est-ce que tu as créé? Là, tu rentrais dans ta, entre guillemets, passion. Je peux créer des choses, j'ai envie de lancer des projets de A à Z. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, t'as faim toi? Et tu peux arrêter de voler mes patacones au poulet? C'est un peu dur à couper par contre. Première aventure, c'était Captain Drive. L'idée, c'était vraiment de faire un copycat. C'est quoi l'idée? L'idée, c'était de mettre en relation des automobilistes avec des garagistes, mais pour des réparations à domicile. Mais tu vois, j'ai même pas le permis. Avec quelque chose qui n'a rien à voir avec Voilà, c'était vraiment pour s'entraîner toutes les semaines et puis ça a pris... en tout cas, j'ai eu l'impression que ça avait pris des proportions qui me dépassaient en fait et j'étais pas du tout consciente du truc. C'était un entraînement. C'était un entraînement, mais je l'ai encore. On se concentre tout sur l'optimisation du site en termes de référencement naturel.
pour qu'il apparaisse très bien Voilà. sur Google. Quand tu tapes ma voiture ne démarre pas, à quoi faire, tu tombes sur nous. Et nous, en fait, on fait que de l'acquisition et on renvoie tous les gens qui veulent vraiment booker des devis sur une autre plateforme qui s'appelle ID Garage et qui, elle, a vraiment une plateforme qui permet de faire des bookings de rendez-vous en ligne et du paiement. Ok, en fait, ton entraînement, c'est devenu une activité annexe. C'est devenu une activité annexe qui, du coup, rapporte un complément de revenus. C'est pas une boîte à part entière, mais ça rapporte. C'est cool. Alors qu'à la base, tu sais très bien que tu n'allais pas passer toute ta vie à l'intérieur. Bah non, mais c'est dur de se défaire aussi des projets que tu commences à lancer. Ok. Mais on sait jamais en plus en vrai. On sait jamais ce qui peut se passer. Ah ouais, et ensuite? Et puis ensuite, je me suis dit, bon maintenant, j'ai testé quelques trucs. Et j'ai vu que potentiellement, il y a des réactions, etc. Ouais. Je vais peut-être faire quelque chose qui me parle un petit peu plus. Au début, la première expérience, c'est-à-dire lancer quelque chose juste pour l'entraînement, mais qui n'a pas forcément à voir avec une activité que tu kifferais. Ouais. Et là, et en deuxième, tu as essayé de créer quelque chose qui te parle plus, c'est ça? Voilà, parce que je me disais aussi que je voulais quelque chose qui me ressemble plus, qui me parle plus, mais surtout quand c'est des choses avec lesquelles tu es plus à l'aise, tu oses faire plus de choses. Ah, ça c'est intéressant. Parce que sinon, en fait, tu as peur. Tu te permets de t'exprimer parce que tu te permets de plus t'exprimer, tu te permets de faire des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et donc c'est mieux. Et c'était quoi alors justement? C'était quoi? C'était Machitos. En fait, tu as décidé de t'amuser quand même avec un projet. Prendre du plaisir. Ça c'est un peu c'est pas conscient, mais c'est quelque chose, même aujourd'hui, si je prends pas plaisir à faire une activité, je la fais pas en fait. Et c'est même physiologique, c'est physique, j'ai juste pas envie, mon corps ne le fait pas. Du coup, c'était quoi? Donc c'est une marque de sac à dos qui sont faits main par des artisans au Pérou. Donc moi je les designais. Le lien avec tes origines? Avec mes origines. J'avais déjà en fait, quand j'étais à la fac, créé un blog sur le Pérou. Mais sur plus de l'information, ce qu'il faut aller visiter, etc. Ouais. Donc là, c'était un petit peu un prolongement. Et donc l'idée, c'était de vraiment développer, en tout cas de partir de l'artisanat qui est hyper riche là-bas et pouvoir l'adapter à quelque chose que tu puisses porter ici. Ok. Et ça, c'était ton deuxième projet. Et est-ce qu'il est toujours d'actualité? Voilà, tous les mois, je fais les commandes que je dois faire, je les reçois, je les livre. Voilà. Il n'y a pas plus de boulot que ça. Maintenant, on va parler du design thinking. Comment tu as fondé un groupe de 5000 personnes. Comment tu as fait... Comment ça s'est passé? Je pense que tu ne sais même pas. Mais si tu avais... C'est juste pour donner ton petit ressenti par rapport à ton expérience sur le sujet. Déjà, pour faire du design thinking, vu que je ne savais pas concrètement, enfin en tout cas pas très bien ce que c'était, je comprenais dans l'idée, mais voilà. Il fallait que je m'entraîne moi-même pour maîtriser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est d'abord entraîné sur des potes. On a créé des ateliers pour des potes qui ont des boîtes et où on traitait en fait sur une journée ou 2 journées leurs problèmes à eux. On essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait créer justement à travers la méthodo. Et avec Vincent, du coup, c'est comme ça qu'on s'est entraîné à faire les premiers ateliers pour qu'on soit déjà nous capables d'en parler et puis de maîtriser. Et potentiellement pour essayer d'en vendre à des boîtes. Et en fait, très rapidement, on a aussi créé le groupe Meetup pour la même raison. Pour maîtriser le sujet en fait. Pour créer des moments où on peut faire des ateliers, où des gens viennent de l'extérieur et où on est capable de mener la démarche. Lancer toutes ces choses en même temps. Pour les gens, ils avaient l'impression que c'était rodé, mais toi, tu t'entraînais aussi en même temps. Voilà. En fait, pareil, on a un peu testé la valeur de ce que c'était le design thinking et plus l'approche de comment est-ce qu'on parle du design thinking, parce qu'on n'est pas les premiers, loin de là, et on n'est pas les seuls, et il y a plein de plus en plus de monde en fait qui traite le sujet. Et donc c'était juste aussi comme une landing page en fait, quand tu testes un message sur un site internet, là nous c'était tester notre message, notre approche de la méthode sur Meetup et voir s'il y a des gens qui étaient intéressés, qui voulaient vraiment venir à notre événement qu'on préparait. Mais voilà, au début un peu en expérimentant parce qu'on n'était pas sûr de nous.
Donc on proposait des choses tous les mois, un peu différents, en ajustant en fonction des retours des participants, jusqu'à avoir un process bien rodé qu'on fait jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui? Non, mais du coup, en 2 ans, on est passé d'un groupe de 0 à 5000 personnes. Ouais. Tous les mois, on a une 60aine de personnes qui viennent s'initier au design thinking, parce que du coup, notre approche, c'est vraiment tester la méthode en l'expérimentant sur un sujet concret. Et donc, en fait, ouais, on a initié quasiment plus de 3000 personnes. Donc, c'est cool. Félicitations. Si. On est en train d'écrire un livre. Est-ce que tu peux me parler de ce que c'est? On écrit à 3 un bouquin sur le design thinking, mais plus un peu la boîte à outils. En gros, tu as compris le concept, tu as vraiment envie de te bouger et d'utiliser la méthode, mais en fait, il te manque un peu les recettes hyper clés en main, simples à appliquer en fonction de ton sujet. Donc avec le livre, le but c'est vraiment de parler de manière hyper pragmatique à ceux qui veulent se lancer là-dedans et de leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir mener leur projet. Tout à l'heure, tu as dit, moi, je ne fais pas quelque chose que je n'aime pas. Qu'est-ce que tu aimes quand tu fais ça? Le livre, le design thinking? L'ensemble. 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 Tout ce que tu fais avec le design thinking, ouais. Les events, le livre, tout ça. Moi, ce que j'aime avec le design thinking, c'est que déjà, moi-même, j'apprends énormément. Parce que j'ai eu une courbe d'apprentissage et ça, c'est stimulant aussi pour moi. Quand tu crées, tu apprends forcément des choses parce que tu connais pas. Tu te lances un peu dans l'inconnu. Donc, c'est vraiment la montée en compétence, l'apprentissage qui est, je trouve, génial. Donc ça, j'apprends toujours. Là, sur le design thinking, ce que j'aime bien, c'est que en fait, c'est vraiment essayer de faire sortir des idées, des solutions de la part des gens. C'est pas moi qui dis ce qu'il faut faire, quelle idée tester, quel machin, etc. C'est vraiment essayer de créer les conditions pour que n'importe qui puisse créer des nouveaux concepts, tester des choses. Et le fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables aussi d'aller assez loin, finalement, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire de manière un peu traditionnelle en entreprise. C'est de les voir évoluer, de leur voir faire prendre conscience. Et ouais, franchement, c'est les gens qu'il y a dans les ateliers qui me motivent. C'est pas juste la méthode, c'est vraiment les gens. Du coup, ton activité est lancée, tu as une activité autour. Du coup, est-ce que tu as besoin d'aller chercher des clients? Comment tu trouves tes clients? Ou comment les clients ils te trouvent? Ouais, on a commencé par quand même faire pas mal d'ateliers pour des entreprises, donc des challenges spécifiques pour des boîtes, petit à petit, sur des sujets un peu petits, un peu pas forcément hyper stratégiques. Et puis par recommandation, bouche à oreille, tu as des boîtes de plus en plus qui nous ont recommandé et qui nous ont en fait demandé de traiter des sujets de plus en plus stratégiques. Le meet-up, ça nous a permis aussi d'avoir un pool de personnes qui étaient intéressées par des formations. Et donc tout de suite aussi, on a commencé l'année dernière à créer en fait une formation au design thinking. Et aujourd'hui, finalement, il y a plus de gens qui veulent se former pour monter en compétence sur ça. Et donc on a vraiment packagé une offre à part entière sur de la formation. Donc il y a les ateliers, il y a la formation. Et puis il y a les produits qu'on développe, pareil, c'est des produits physiques, des sets de cartes, des choses qu'on essaye d'imaginer pour aider n'importe qui veut se lancer dans le design thinking à le faire. Parce que le but c'est qu'on ne les garde pas un peu sous perfusion, tu vois, c'est vraiment de les laisser en autonomie. D'accord. Ton activité elle grandit parce que tu es active sur le terrain et que les gens, par bouche à oreille, tes clients, ils savent ce que tu fais, ils savent quel impact tu as dans le design thinking et la manière dont vous le faites. Et après, vous êtes attractif en fait. On est visible via le meet-up, mais on est aussi visible via notre site internet. Parce qu'en fait, on essaye vraiment d'appliquer à notre activité avec Vincent de design thinking tout ce que tu peux appliquer en fait à une start-up. C'est-à-dire que on est super bien référencé sur Google. Quand tu tapes formation design thinking, on arrive limite en, je sais plus, 2e, 3e position. Et on fait zéro démarchage. Tout vient via Google, tout vient via Meetup, tout vient via LinkedIn, via la visibilité qu'on peut donner à ce qu'on fait. Et ce que j'aime dans votre démarche, c'est que ça part d'un groupe de personnes qui se connaissent déjà, qui ont envie de créer quelque chose en commun. Et après, chacun apporte son énergie et tout le monde en bénéficie après derrière. Enfin, c'est ce que je vois. Moi, j'allais te poser des questions en mode, toi,
mais en fait, ce que je viens de comprendre, c'est que c'est pas uniquement toi. Ah non, non, loin de là. Franchement, avec Vincent, on a commencé avec Vincent à bosser sur ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on est une dizaine ou une quinzaine. En fait, on ne travaille pas tous sur Clap et sur le design thinking. Ouais. Mais en fait, on intervient à des moments hyper précis, soit pour créer les cartes. On a travaillé avec une copine de Vincent, Joséphine, une illustratrice, pour designer les cartes. Avec Romain, on travaille à fond sur le site internet pour le rendre hyper visible, parce que c'est sa spécialité. Et puis avec d'autres personnes qu'on a rencontrées, notamment via les formations ou les meet-ups qu'on fait, on a créé d'autres formations avec eux. Pour les formations qu'on donne, maintenant, on est 4 à 5 à les donner parce qu'il y a beaucoup de demandes et donc nous, on ne peut pas tout faire. Et donc, finalement, on va chercher aussi des gens en qui on a confiance, qu'on connaît et auprès de qui on peut leur dire, maintenant, demain, vous avez fait la formation, si ça vous tente, faites aussi cette activité-là avec le nom de Clap, qui est plus en fait un nom qui nous réunit qu'une boîte avec des associés, etc. C'est plus un collectif. Dès la rentrée, la rentrée de septembre, on va faire les annonces, l'annonce du bouquin. Ouais. Et normalement, ce sera dispo courant décembre. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as fait tout ça, ça a l'air d'être bien structuré, ta vie professionnelle et ta vie personnelle, c'est quoi ta technique? Est-ce que tu as une technique aujourd'hui? Est-ce que tu as une rigueur que tu te mets à toi-même pour arriver à faire ce que tu as envie de faire plus tard? Je pense qu'au début, tu as besoin d'avoir une rigueur parce que tu n'as rien. Ouais. Donc tu es obligé d'être rigoureux pour créer des choses, pour provoquer en fait des rencontres, des opportunités, des choses. Et dans le meilleur des cas, en fait, tu te fais aussi porter par ce qui arrive, parce qu'on te demande, parce que voilà, on a besoin de toi, on t'appelle et du coup, ça te crée encore plus d'opportunités. Et donc là, aujourd'hui, de toute façon, on fonctionne comme ça en général avec Vincent. On a une vision sur peut-être 6 mois, d'ici la fin de l'année, quoi. Ouais. Et puis, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent entre-temps. Ouais. Le livre, il y a 2 mois, on n'y pensait même pas, on est venu nous chercher. C'est une opportunité qui vous a été proposée. On est venu vous voir et on vous a dit « Waouh, vous êtes compétent pour écrire ce truc-là ». Je suis désolé d'appeler ça ce truc, le livre de design thinking. Moi je trouve ça génial, mais je trouve que finalement ça vient pas en claquant des doigts en fait. Ouais. Et c'est génial quand ça arrive, mais c'est parce que derrière tu as fait telle action, parfois même des choses qui remontent à 6 mois, mais qui par ricochet ont un impact. Ça c'est beau ce que tu dis. Les choses elles ont un impact en continu et peuvent provoquer même 6 mois, 1 an après, des opportunités auxquelles tu n'auras jamais pensé. Là on vient de vivre ton aventure. Si tu as Mélissa il y a 5 ans et qui a envie de sauter dans le travail indépendant ou de créer sa propre activité, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis fais-toi confiance. Ouais. Et puis je lui dis aussi arrête de te perdre dans les détails. Ouais. Parce que finalement parfois je passais une journée sur une couleur d'un bouton sur un site internet, quoi. Et ça c'est stupide, alors qu'aujourd'hui plus du tout, mais en fait je pense juste fais-toi confiance, parce que je pense que j'avais besoin de passer par tout ce dont je suis passée pour en arriver là, donc j'aurais rien à changer finalement. Ouais. Mais peut-être plus de confiance. Ça c'est juste pour moi, qu'est-ce que tu as apprécié chez WeMade? Pourquoi tu es chez WeMade? Parce que je connais Inde et puis Mickaël depuis quasiment le début de leur aventure. Pourquoi tu as eu confiance en WeMade en fait? Parce que tu connaissais In ou Non, enfin oui, je la connaissais, mais en fait, elle avait une manière de me parler des sujets qui ne sont pas forcément des sujets qui m'intéressent. Hyper prenant dans le sens hyper pédagogique. Elle est très pédagogue et elle m'a fait réaliser pas mal de choses en fait. Mais je comprends et après donc je les laisse faire. Ouais. Mais au moins je comprends. Et non, je pense que tu peux pas ne pas faire confiance à WeMind. Tu vois, il t'inspire confiance et donc forcément quand tu parles de santé. Ah ouais. Quand tu parles de santé, de choses qui peuvent t'arriver, et forcément tu es obligé de faire confiance à des gens et puis à un esprit.
tant que membre, comment tu sens les services? Est-ce que tu es contente? Ah ouais, moi je trouve que ça a hyper bien évolué. Je crois que je suis parmi une des premières à m'être inscrite dans une des offres, leur première offre qu'ils avaient. Et je suis hyper impressionnée du parcours pareil qui a été parcouru par WeMind. Et pour moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est que tous les gens que je côtoie, avec qui j'ai envie de partager des choses, c'est des gens que j'admire pour une certaine raison. Et WeMind, Michael et Inde, ça en fait partie. Si WeMind, ça devait être un adjectif? Non, franchement, confiance. Franchement, je fais confiance les yeux fermés. Donc je sais qu'ils savent de quoi ils parlent, qu'ils peuvent me conseiller, qu'ils sont hyper accessibles, ils sont fiables. Confiance. Hermana. Et qui comprennent, et qui me comprennent. Et qui te comprennent. Et qui me comprennent. Parce que c'est pas évident, je le sais. Bah ouais, s'il y en a qui veulent tester du coup le design thinking, on fait des initiations tous les mois, ça redémarre à la rentrée là, en septembre, et c'est 3 heures et on peut tester en expérimentant la démarche sur un cas concret. Il y a des freelances, il y a des salariés, chefs de projet, il y a des entrepreneurs qui viennent. C'est vraiment hyper mélangé, tout âge, et c'est ce qui est hyper intéressant. Je vais utiliser ton micro. Du coup, je vais mettre dans la description YouTube, je vais mettre le lien du site internet sur Clap et aussi le lien Meetup du groupe Meetup. Ouais. C'est bon? Ça te va? On est bien? Muy bien? Muy bien. Allez, vamos!